Le Maroc figure parmi les 3 pays africains les plus ciblés par des cyberattaques. Le taux de pénétration de logiciels malveillants au Maroc était estimé à 16% en 2018, un chiffre alarmant car 3 fois supérieur à la moyenne mondiale, une moyenne estimée elle à 5,1%. Ce sont les statistiques dévoilées par le Security Intelligence Report de l'an dernier, une enquête publiée par Microsoft. Face à la cybercriminalité, les pays d'Afrique restent les plus fragiles, surtout lorsqu'il s'agit de données bancaires. La crypto-monnaie, qui serait largement utilisée, nous dit-on, est également un facteur à risque significatif. Alors pour pallier les nombreux dangers de la cybercriminalité, le Maroc a promulgué plusieurs lois dans la sphère de la réglementation numérique et mis en place plusieurs structures afin de renforcer l'arsenal sécuritaire autour de cette question très sensible. On pense forcément à la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information ou encore la Commission nationale de contrôle de la protection des données personnelles. Mais pour autant, sommes-nous suffisamment protéger le Maroc face à la criminalité? C'est notre sujet du jour. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir ce matin Ali Lazouzi, expert international en cybersécurité et fondateur de Data Protect. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je le disais, il y a quelques minutes, plusieurs chiffres démontrent que le Maroc est l'un des pays les plus fragiles face à la menace de la cybercriminalité. Comment l'expliquer, selon vous? Est-ce un manque de moyens, de volonté ou plutôt d'expertise? En fait, c'est pas le plus fragile, c'est plutôt aussi le plus ciblé. Aujourd'hui, effectivement, compte tenu je dirais, de systèmes de plus en plus sophistiqués, modernes, qui sont utilisés notamment par le secteur financier, il faut savoir que le secteur financier, c'est partout dans le monde, c'est les secteurs qui sont les plus touchés par les actes cybercriminels. Aujourd'hui, compte tenu de la modernisation de notre secteur bancaire, nous sommes de plus en plus, effectivement, je dirais, touchés, nous sommes de plus en plus ciblés. Il faut savoir aussi que notre position géostratégique fait en sorte qu'aujourd'hui, nous recevons un peu des coups cybercriminels, si j'ose dire, un peu de partout. Donc, le Maroc, effectivement, reste l'un des pays qui sont les plus ciblés en Afrique, avec aussi, en fait, d'autres pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres pays africains sont plutôt très actifs sur cette partie-là de cybercriminalité. En fait, dans l'un des rapports de FBI, on parle carrément de 2 pays qui sont dans le top 10 des pays les plus actifs en matière de cybercriminalité en Afrique. Je pense au Nigeria, je pense au Ghana, Nigeria, où carrément ce qui est généré pratiquement chaque année par la cybercriminalité, ça dépasse les 3 milliards de dollars, pour vous donner une idée. C'est un véritable sport national. Et justement, aujourd'hui, on parle même du continent de paradis cybercriminel, parce que justement, vous avez parlé d'un certain nombre de points. L'un des aspects, c'est la partie juridique. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut d'abord mettre à niveau l'arsenal juridique. Plusieurs pays africains ne disposent pas vraiment, je dirais, d'arsenal juridique adéquat. Encore faut-il le faire appliquer. Ça, c'est une autre question. Et aujourd'hui, dans de nombreux pays africains, on assiste vraiment à l'émergence d'un underground qui est très actif, d'où vraiment l'utilisation de mots paradis cybercriminels. Nous, on est constamment sollicités pour mener des missions d'investigation et de ce qu'on appelle d'analyse de traces numériques, notamment dans les secteurs bancaires. Et des fois, vraiment, je peux vous dire que c'est c'est de la science-fiction carrément. Quand on identifie les modes opératoires, quand on identifie les auteurs des faits qui sont derrière les actes, notamment en Afrique subsaharienne, vraiment, on assiste à une organisation extrêmement ficelée. Il y a une spécialisation à outrance, et c'est un marché qui aujourd'hui, on parle vraiment de l'économie souterraine de la cybercriminalité, c'est vrai, parce qu'il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a même des fois de services après-vente. C'est-à-dire le code malveillant dont vous avez parlé tout à l'heure, vous allez l'acheter, vous allez acheter un service et on va même vraiment vous garantir le résultat derrière. Si jamais ça ne marche pas, on va même vous rembourser. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une économie vraiment qui obéit aux mêmes logiques économiques d'une économie conventionnelle, l'offre, la demande, la spécialisation à outrance. Il y a même des pays qui sont spécialisés dans des actes cybercriminels un peu spécifiques. Aujourd'hui, vous avez en Amérique du Sud des pays qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le spamming. En Europe de l'Est, dans tout ce qui est card, skimming. En Russie, enfin des fois aussi, on parle de tout ce qui est
déni de service, etc. Et aujourd'hui, personne n'est épargné. Le Maroc fait partie de ce village planétaire qui est régi par les moyens de communication les plus sophistiqués. Nous sommes, comme je disais tout à l'heure, en fait, doublement concernés. D'abord, comme vous venez de le dire, nous sommes ciblés, mais aussi, nous sommes aussi concernés parce que je pense que nous avons aussi un écosystème de cybersécurité à faire valoir. Nous avons aujourd'hui une industrie qui est vraiment avec des acteurs de référence qui exportent un peu partout dans le monde dans ce domaine-là. Et effectivement, je pense que c'est un secteur à faire valoir. Vous avez parlé du FBI tout à l'heure qui fournit des données en la matière. Vous avez dit aussi que vous êtes fortement sollicité en la matière, notamment dans le continent africain. C'est une question presque de curiosité. Comment vous faites, vous, quand vous êtes sollicité pour diagnostiquer, pour rendre un diagnostic sur la situation? Parce que j'imagine que c'est un rapport direct avec les données personnelles, tout ça. Est-ce que vous attendez que le fait soit accompli pour collecter les données et dire qu'un pays X est concerné plus qu'un autre? Comment ça se passe exactement? Aujourd'hui, nous, on travaille avec plusieurs, notamment dans le secteur bancaire, nous avons plus d'une centaine de banques comme clients. Nous fournissons un service de ce qu'on appelle la supervision en temps réel, le SOC Security Operations Center. Concrètement, on supervise la sécurité de nos clients 24 sur 24, 7 sur 7. Nous gérons quelque chose dans les environs de 200 000 événements par seconde, pour vous donner une idée. Il y a une équipe de plus d'une trentaine de personnes qui sont basées ici à Casa et qui effectivement traitent en continu ces événements-là et ça permet de générer des tendances derrière. Et effectivement, par le passé, nous avons eu des mandats, des clients qui nous ont demandé de venir, il y a eu une fraude, venir regarder ce qui s'est passé, etc. On intervient, on arrive. Quand on arrive sur place, bien sûr, il y a une forte expertise. Donc ça suppose qu'il y a une forte expertise parce qu'il faut faire parler les preuves, les données, ce qu'on appelle les journaux, c'est des fichiers. Donc il faut les faire parler. D'abord, il faut les trouver. Des fois, ils sont supprimés, etc. Donc il faut les récupérer. Il faut les faire parler, mais après, tout ça, c'est accompagné par un tas de conditions techniques qui vont permettre par la suite vraiment d'identifier les modes opératoires et d'identifier les auteurs de faits. Alors, justement, ce que nous avons constaté en termes de tendance, ça vraiment, avant, on était sollicité, allez-y, une fois par trimestre pour mener des missions d'investigation. Quand je parle d'investigation, c'est vraiment des incidents qui font préjudice à l'organisation dont il est question, et des fois avec des millions et des millions qui sont en jeu. Des fois, on a travaillé sur des cas où il y avait 3 à 4 millions d'euros, vraiment de sommes qui ont été détournées par des actes cybercriminels. C'est-à-dire aujourd'hui, en termes de tendance, c'est qu'on voit que ces pratiques-là, vraiment, c'est des affaires quotidiennes. Avant, c'était une affaire par 3 mois, par trimestre, etc. Aujourd'hui, vraiment, pratiquement chaque semaine, nous sommes sollicités par des organisations de renom pour nous dire, venez, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ce week-end, pendant ce jour férié, à 3 heures du matin, etc. Et quand on regarde, généralement, c'est des organisations qui se retrouvent à des milliers de kilomètres de là. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle un réseau de botnet. C'est des réseaux d'ordinateurs qui sont éparpillés dans le monde. C'est ça la véritable problématique. C'est-à-dire, comment voulez-vous, même quand on identifie les organisations qui sont derrière, comment allons-nous les traduire en justice? Parce que des fois, ils utilisent des ordinateurs qui sont éparpillés dans une quarantaine de pays, les auteurs de faits sont dans un pays, et ça les pose complices forcément dans la d'autres. question d'une justice internationale par rapport à cette question très sensible qu'est la cybercriminalité. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il y a des conventions, notamment la convention de Budapest, dont le Maroc d'ailleurs est signataire, effectivement. Oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire cavalier seul quand il s'agit vraiment de lutter contre la cybercriminalité. L'effort interne, et généralement, l'underground ou les cybercriminels, ils le savent très bien et tirent profit de ça. C'est-à-dire quand ils vont attaquer, par exemple, des opérations de grande ampleur à un pays comme les États-Unis, ils vont le faire à partir de pays qui n'ont pas de convention d'extradition vers les États-Unis. C'est-à-dire, ils tirent profit de ce paradis cybercriminel. Alors, nous parlons de cybercriminalité ce matin. Nous sommes en compagnie de Ali Azouzi, expert international en cybersécurité et fondateur de Data Protect. Je passe la parole dans quelques instants à nos chroniqueurs. Peut-être encore une question pour vous. Vous nous disiez que le domaine bancaire est le domaine le plus exposé. J'aimerais aussi vous interpeller sur la question du cyberterrorisme. Le Maroc, face à cette question
très sensible et tellement d'actualité du cyberterrorisme. Est-ce qu'on est suffisamment protégé contre? Écoute, c'est suffisamment protégé. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le risque zéro, ça n'existe pas. Est-ce que vous conseillez, vous, sur ce terrain-là? Bah, d'abord, il faut une surveillance. Il faut une surveillance, Oui. vraiment, des réseaux sociaux, des communications, etc. Il faut savoir, quand on parle de cyberterrorisme, c'est pas vraiment des actes cybercriminels sur la toile. Quand on parle de cyberterrorisme, c'est pratiquement l'utilisation de la toile, notamment pour faciliter la communication, Oui. pour faciliter, je dirais, la collecte de l'argent par des moyens de blanchiment d'argent, etc. Donc on utilise le réseau pour faciliter, pour la préparation des actes de cyberterrorisme. Mais également pour organiser des attentats en ciblant des centrales électriques ou nucléaires par l'Internet, à travers des trojans et des... Ça, effectivement, ça c'est le grand danger. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle des organismes d'importance vitale, des organismes critiques. Aujourd'hui, quand vous avez la main sur une centrale électrique ou une tour de contrôle aérienne, tout à fait. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, que ce n'est plus une science-fiction. C'est quelque chose de vraiment. Et d'ailleurs, quand on a assisté un peu à la dernière guerre, d'abord ça s'est passé sur la toile avant que ça se passe sur le terrain. Aujourd'hui, la cyberguerre, aujourd'hui vous avez des pays comme la Chine où ils ont une armée de cybersoldats. C'est vraiment, la cybersécurité est devenue un enjeu de sûreté et de défense. Allez-y, Rachid Chachi. Voilà, effectivement, on parlait de la position géostratégique du Maroc, à juste titre, et que les guerres de l'avenir allaient probablement être de plus en plus des guerres cybernétiques. Et je me souviens, il y a quelques années, au Maroc, nous avions été l'objet d'une attaque organisée à grande échelle, sous le pseudo de Chris Coleman, et où le ministère des Affaires étrangères et d'autres personnalités politiques ont été attaqués avec la divulgation de données extrêmement sensibles, qui étaient de nature à mettre en difficulté les acquis stratégiques du Maroc au niveau diplomatique et au niveau médiatique à l'international. Est-ce que l'État marocain a tiré les leçons de cette mauvaise expérience et a-t-il mis en place un schéma de partenariat avec des entreprises marocaines possédant l'expertise nécessaire pour sanctuariser les données, plutôt que de recourir à des entreprises étrangères qui peuvent elles-mêmes devenir l'objet d'une infiltration et dans une logique de cheval de Troie? Ouais. Ben, effectivement, touché là à un point. Il y a une demande publique. Est-ce qu'il y a une demande publique au Maroc? Il y a une demande publique. Je pense que vous touchez aussi à un enjeu assez important qui est l'enjeu de souveraineté numérique. C'est extrêmement important aujourd'hui. Au même titre, nous avons une armée, nous avons de la gendarmerie, nous avons de la police, etc. Il ne faut pas aussi avoir une autonomie sur des sujets tels que la cybersécurité. Et ça passe inévitablement par l'émergence d'un écosystème, je dirais, de cybersécurité qui non seulement aujourd'hui peut traiter la demande locale, mais aussi c'est un secteur qui est exportable. Si je parle de la société que j'ai créée, DataProtect, aujourd'hui on réalise 80% de chiffre d'affaires à l'international. On est pratiquement dans 35 pays, juste pour vous donner une idée un peu de la demande mondiale en la matière. Aujourd'hui, effectivement, le Maroc gagnerait à faire valoir, à promouvoir une industrie de cybersécurité et qui est extrêmement importante. Je pense, pour revenir à votre question, le Maroc a tiré des leçons quand même sur cette affaire-là. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, vraiment le risque zéro, ça n'existe pas. Nous avons assisté à des affaires encore très médiatisées, l'affaire de Snowden, l'affaire de Wikileaks, etc. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est des organismes comme le Pentagone, comme le FBI, fois, ils ont eu des incidents extrêmement critiques et des incidents qui leur ont coûté cher d'un point de vue cybersécurité, c'est parce que la sécurité n'est pas juste un enjeu technologique. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le moyen technique, ils n'ont pas les firewalls, ils n'ont pas l'infrastructure, etc. La cybersécurité, c'est un enjeu aussi humain. Quand il y a de la fuite délibérée de l'information, donc, ou accidentelle, des fois c'est accidentel aussi, hein. C'est de la fuite accidentelle d'informations sensibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de la sensibilisation, il n'y a pas de formation, on ne connaît pas la valeur de l'information, etc. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé tout à l'heure, est-ce que vous intervenez en amont ou en aval, puisque vous avez cité l'exemple du FBI, puisque ça peut être aussi une question de démocratie, limite, question de cybercriminalité, puisque est-ce qu'on surveille les gens en permanence, ou est-ce qu'on attend qu'un acte cybercriminel se produise pour agir ensuite? Bon, aujourd'hui, la prévention, c'est encore mieux. Si on arrive vraiment à se prémunir contre ces risques-là, il faut le faire. Aujourd'hui, la détection,
En fait, quand on parle de cybersécurité, il y a trois couches. D'abord, il faut se prémunir contre ces risques-là, hein, en mettant en place des contrôles préventifs. Maintenant, le risque zéro, ça n'existe pas. Il y a toujours la possibilité de détecter, mais encore faut-il le faire, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui se font attaquer et ils ne le savent même pas. Parce que l'une des principales couches, c'est la couche de détection. Il faut le détecter au bon moment. Et après, tout ce qui est correction. Donc, si jamais il y a un incident, qu'on sache quand même qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir remédier la situation et redresser la situation. Après, au niveau étatique, il y a d'autres moyens. J'ai vu que les États-Unis, la Chine se donnent, c'est le fait de contre-attaquer. Ouais. C'est-à-dire quand on détecte l'origine de l'attaque et qu'elle est plutôt étatique, il faut se donner le moyen également de contre-attaquer par une attaque cybernétique contre le point de départ. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, beaucoup d'États utilisent cette option, il faut le dire. Hein, c'est vraiment quelque chose. Et ça fournit aujourd'hui, en fait, comme c'est un domaine tout à fait nouveau, il y a même d'un point de vue législatif, disons qui sont flous. Justement, je pense qu'un certain nombre d'États n'hésitent pas vraiment à creuser, à utiliser ce terrain pour pouvoir faire valoir leur position. Raïl Azouzi, expert international en cybersécurité, est avec nous ce matin. Taresh Shakil pour notre invité. Oui, bonjour. Alors justement, vous avez fait un exposé sur les risques que l'on peut courir et qui existent véritablement, la multiplication des attaques, le dédoublement des offensives pour de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, des milliards d'euros, vous avez cité à chaque fois. Il y a un domaine qui malheureusement n'attire pas beaucoup d'argent, mais qui peut causer de graves problèmes sociaux, des situations de délicatesse, notamment dans le cyberharcèlement aujourd'hui. On peut le constater, ça ne rapporte pas d'argent, donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de mobilisation derrière, mais c'est un gouffre social important, ce sont des blessures sociales importantes. Est-ce que là aussi, il y a une réflexion qu'on peut porter sur les atteintes à la liberté individuelle, liberté personnelle, liberté des enfants? Il y a beaucoup de domaines effectivement qui peuvent être touchés par cette cybercriminalité. Définitivement, aujourd'hui, effectivement, moi, de temps en temps, il m'arrive de recevoir effectivement des demandes de familles carrément et qui vivent des drames sociaux, vraiment dans le sens large du terme, parce que à un moment donné, quelqu'un s'est fait passer par une autre personne et instaurer une confiance avec leur enfant pendant des mois et des mois, et puis qui va finir par vraiment, souterrer des comportements, des photos, etc. Donc vraiment, des fois, c'est des drames sociaux. Et aujourd'hui, face à cette problématique-là, ce qu'il faut, c'est sensibiliser. Malheureusement, il faut le faire dès le jeune âge. Vous traitez ce genre de demande? Oui, quand ça vous arrive, il m'arrive effectivement de le traiter, mais bon, plus à titre personnel qu'à titre professionnel. Oui. Parce que des fois, les gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, moi, ça peut être des enfants, des adolescents, des fois même des jeunes, au début de leur carrière, etc. Donc, le cyberharcèlement, c'est un fait. Et je pense que le meilleur moyen pour le combattre, ça passe par la sensibilisation. Ça passe à l'école, déjà, dès le jeune âge, pour sensibiliser comment utiliser ces nouvelles technologies d'information. Parce que le problème, les amis de mes amis sont mes amis, ça commence comme ça et ça finit très 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 mal, ces histoires-là. Tout ça se passe vraiment... Parce que la confiance, malheureusement, souvent, c'est quelque chose qui est facilement, récupéré par des techniques de ce qu'on appelle d'ingénierie sociale, justement, et donc les gens doivent être vraiment doivent être très vigilants quand il s'agit des rapports sociaux sur le cyberespace. Nous sommes en compagnie de Halil Azouzi, expert international en cybersécurité et fondateur de Data Protect, pour parler de cybercriminalité. Loubna Sarraj, je vous la parole. Bonjour. Alors, en février dernier, il y a eu l'Africa Security Forum, il y a eu la décision, 10e édition, l'Afrique c'était quand même la 10e édition de ce forum-là. Il y a eu la décision de création d'un observatoire panafricain, etc. Bref, tout ça c'est avec un vœu de créer une harmonisation, on va dire, des justices et des législations et des politiques publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de l'observation, du constat, d'un état de lieu que tout le monde a l'air quand même de partager, ce n'est pas nouveau, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait beaucoup plus vite que cette zone de libre-échange, etc. Et si oui, qu'est-ce qui manque en dehors d'une vraie volonté des pays?
enfin, pour le dire franchement, est-ce que c'est juste très joli pour les communiqués de presse, etc., ou est-ce que effectivement il y a un rapprochement au niveau des politiques publiques de tous ces États? Non, je pense qu'il y a un rapprochement, parce qu'aujourd'hui, c'est carrément, vous avez des pays qui sont blacklistés. Si vous voulez acheter quelque chose sur un site marchand sur Internet à partir d'un certain nombre de pays africains, vous allez constater que vous ne pouvez pas le faire, parce qu'on détecte l'adresse IP de votre pays et vous êtes blacklisté. Aujourd'hui, il y a même des pays qui sont même, ça les a impactés sérieusement, même dans tout ce qui est doing business. Aujourd'hui, vraiment, on peut pas se permettre. Et puis, il y a des milliards et des milliards qui sont en jeu. Vraiment, moi, en tout cas, j'ai assisté à des affaires qui ont coûté très, très, très cher à des organisations en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, il y a une réelle volonté, je dirais, de faire avancer ce dossier-là. Maintenant, le problème, comme il s'agit, c'est un problème transnational, ça fait impliquer plusieurs pays, etc. Donc il peut y avoir des divergences, etc. Mais là encore, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est pas l'arsenal juridique. Le vrai problème, c'est le faire appliquer. C'est autre chose. Il faut que tout l'écosystème qui gravite autour de ces lois soit prêt. Ce n'est pas le cas. Allez expliquer à un juge que tel client a subi une attaque de déni de service par une personne qui se trouve à 3000 km en utilisant une cinquantaine de pays qui sont comme avec des ordinateurs zombies. C'est-à-dire que vous pensez, très, très compliqué. Pensez carrément à une formation des juges de toute la... Voilà, d'accord, donc de sensibilisation, formation... Je donne un exemple concret. Ici au Maroc, ce qu'on appelle les experts assermentés en matière de cybersécurité. On n'a pas, pratiquement. Je pense qu'il y a un ou deux. Alors que, voilà, des fois, il faut vraiment ces experts assermentés pour pouvoir démystifier un certain nombre d'affaires, pour pouvoir intervenir, fournir une expertise sur des affaires de cybercriminalité. Et malheureusement, c'est pas le cas. Encore aujourd'hui, ce qu'on appelle, allez-y, la procédure pénale. On récupère un ordinateur, il y a une personne qui, soi-disant, peut-être impliquée dans une affaire de cybercriminalité. Comment allons-nous récupérer cet ordinateur? Qu'est-ce qu'on va faire avec son disque dur? Dans quelles conditions on va le garder? Pour combien de temps? Tout ça, il n'y a rien. Donc c'est laissé vraiment Donc vraiment, sur ce volet-là, il y a beaucoup de choses vraiment à aller chercher pour pouvoir faire en sorte à ce que les choses soient plutôt bien gérées à l'avenir. David Gédal pour notre invité du jour. Ah oui, une question très simple. Tout à l'heure, vous avez employé le terme événement et vous avez dit que votre entreprise gère 200 000 événements par seconde, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle un événement? Là, vous vous authentifiez dans une application, ça génère un événement. Vous vous authentifiez sur votre ordinateur, ça génère un événement. Donc un événement, c'est un certain nombre d'instructions qui sont stockées quelque part dans un journal. C'est un point log que vous avez sur votre ordinateur. Donc cet événement, il faut le récupérer, il faut le consolider, il faut le corréler avec d'autres événements. C'est important pour pouvoir faire des fois même ce qu'on appelle de l'analyse comportementale. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est plus, vous avez parlé tout à l'heure des codes malveillants. La plupart d'antivirus, ils sont carrément dépassés par les événements parce que le paradigme de base de signature est dépassé. D'ailleurs, je sais quoi, une base de signature. C'est-à-dire, ça, c'est un code malveillant parce qu'il y a un équivalent en termes de signature dans ma base de connaissances. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle du zero day qui ne sont pas détectés par des antivirus classiques, par des moyens classiques, etc. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, le danger. Le danger, c'est que aujourd'hui, votre ordinateur, avant, quand il est infecté, il donne des symptômes. Vous ne pouvez pas travailler avec. Mais aujourd'hui, au contraire, un bon virus au code malveillant, il ne faut pas qu'il donne des symptômes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, en tant que cybercriminel, c'est pas de vous déranger dans votre travail. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous tapez sur votre clavier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les correspondances que vous avez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les dossiers que vous avez dans votre ordinateur. Donc, c'est un changement total de paradigme. Donc, c'est absolument, aujourd'hui, on s'est rendu compte, tout d'un coup, que toutes les données sont monnayables. Même votre adresse email. Aujourd'hui, vous avez des bases d'adresses email qui sont à acheter sur Internet. Vos données personnelles, si on va le corréler, vous vous rappelez un peu, il y a quelques mois, même plus, de l'affaire de Equifax aux États-Unis,
c'est des millions et des millions de données personnelles, les numéros de carte sociale, les données personnelles, et tout ça, on peut carrément créer une fausse identité, on peut faire de l'usurpation d'identité, on peut aller chercher dans un certain nombre de pays, même un crédit avec, etc. Donc vraiment, toutes les données sont aujourd'hui monnayables, et c'est pourquoi, vous avez parlé d'un certain nombre, vous avez cité un certain nombre de chiffres tout à l'heure, l'année passée, c'est plus de 600 milliards de dollars qui a été généré par la cybercriminalité. Pour la petite histoire, ça dépasse ce qui a été généré par le commerce de drogue à l'international, pour vous donner une idée. Donc c'est immense, c'est immense. Donc rapidement, donc en fait, les particuliers sont totalement vulnérables et n'ont globalement aucun moyen, vu qu'on est à une échelle individuelle, de se protéger. Ou bien y a-t-il quand même quelques mesures prophylactiques, comme, je sais pas, par exemple, avoir un ordinateur qui ne sera jamais connecté à Internet, où on stockera les données sensibles, est-ce qu'un ordinateur travaille, et puis un autre qui sera une fenêtre sur le monde et qui sera de fait vulnérable, ou bien autre chose, combiner différents antivirus. Non, que peut-on recommander? L'Internet, c'est un très bon moyen de communication. Ça fournit beaucoup d'avantages. Il faut l'utiliser, il faut continuer à l'utiliser. Moi, je suis pas du tout avec l'approche, il faut s'isoler, il faut avoir une étanchéité physique, etc. Mais en particulier, c'est quoi? C'est vrai, quand on travaille dans le domaine de la cybersécurité, on est un peu paranoïa, je le confirme, mais sincèrement, au contraire, je pense qu'il y a des moyens aujourd'hui pour se faire, pour se protéger contre tous ces risques-là. En particulier. D'abord, aussi simple que ça, un antivirus mis à jour dans votre ordinateur. Hein. Je dirais, aujourd'hui, vous avez même ce qu'on appelle des firewalls personnels que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Vous pouvez avoir des mécanismes qui supervisent un certain nombre de choses dans votre ordinateur. C'est des choses qui sont extrêmement faciles à mettre en place et à installer. Maintenant, pour les enfants, c'est autre chose. Il faut mettre en place des mécanismes de contrôle parental, il faut savoir... enfin, tout ça, c'est aujourd'hui, il y a des outils qui permettent... mais moi, ce que j'ai envie de dire... Un bon antivirus à jour, ça coûte très cher. La problématique réelle, parce que les moyens, ils sont là. Parce que moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi, quand j'achète un ordinateur, je dois acheter un antivirus? Alors, quand j'achète une voiture, ben, ça vient avec une ceinture au volant. Ça vient avec des airbags, etc. En fait, c'est ça la problématique. L'Internet, quand ça a été créé, développé, ben, c'était dans un contexte géopolitique international, en l'occurrence la guerre froide. Il fallait avoir un système qui appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Dans une perspective d'attaque nucléaire, on peut l'utiliser pour pouvoir communiquer. Alors, on n'a pas pensé à des aspects de cybersécurité. On a pensé à des choses qui sont plutôt fonctionnelles. Il faut que ça fonctionne, il faut que ça branche, il faut que ça communique, etc. Aujourd'hui, cette approche-là, c'est ce qui est utilisé dans tout ce qui est développement des moyens technologiques, des logiciels, du matériel, etc. Alors que c'est pas une bonne approche. Aujourd'hui, on parle carrément de ce qu'on appelle security by design. C'est-à-dire, il faut penser la sécurité très tôt dans le process, en amont. On n'arrive pas très tard et se rendre compte, il y a eu des problèmes et il faudra maintenant faire ce qu'on appelle de la gestion des conséquences. Alors, je pense qu'il y a moyen pour pouvoir se promener contre ça si on se met très tôt dans des perspectives de cybersécurité ou de sécurité by design. Écoutez, merci beaucoup Ali Lazouzi, vous êtes expert international en cybersécurité, fondateur de Data Protect. On a parlé avec vous de cybercriminalité. Merci également à nos chroniqueurs.